Et ouais, alors ça. Le poil sur l'aise. Ça serait bien la première année que ça lui arrive. On aurait pu se mettre sur l'herbe. Donc là, je suis en train de regarder la taille de l'ordre de naissance. On a la plus vieille qui est ici, la plus jeune qui est là. La différence de taille s'explique par le fait que la cigogne, dès qu'elle commence à pondre, couve dès le premier œuf. Donc, sachant qu'elle pond tous les 2 ou 3 jours, il y a forcément un écartage entre les poussins. Donc là, on voit celui-ci qui est assez emplumé, alors que le dernier a encore beaucoup de duvet sur le dessus. Pourquoi elles sont très calmes comme ça? Là, elles font comme si elles étaient mortes, et c'est le comportement qu'elles ont quand elles sont sur le nid, seules, sans adulte. S'il y a un rapace ou un danger qui est à proximité, elles vont se coucher, elles ne bougent pas, et le danger va s'écarter, va passer sans faire attention. Bon, elles sont quand même très stressées, mais l'avantage c'est qu'elles ont ce comportement et on ne risque pas de les blesser, elles ne vont pas se débattre, on ne risque pas de les abîmer. Donc on va leur poser 2 types de bagues. La première, ça va être une bague en aluminium, donc métallique, sur laquelle on va trouver un numéro qui est particulier à chaque cigogne et sur laquelle on va retrouver une inscription Muséum Paris. Donc c'est ce qui permettra, si on retrouve cet oiseau blessé ou mort à l'étranger, de savoir d'où il vient. L'inconvénient de ces bagues, c'est qu'elles sont petites. L'avantage, c'est qu'elles sont inviolables et elles ne peuvent pas du tout la perdre puisqu'on va la serrer autour de la patte. Et pour faciliter la lecture et l'observation ultérieure, on va poser un système de bagues. Alors c'est ce qu'on appelle des bagues d'Harvik, c'est le plastique qui est en matière d'Harvik, avec un code de lettres qui est particulier pour chaque cigogne. Donc chaque cigogne aura une combinaison, une bague avec un numéro particulier et un code, une bague avec des lettres qui lui seront spécifiques. Donc l'avantage de cette bague, c'est qu'on peut l'observer avec une paire de jumelles, un appareil photo, une longue vue. Donc c'est ce qui nous permet après de retrouver, d'avoir des informations sur des observations pendant leur migration, des observations sur les sites où elles vont nicher plus tard, et c'est ce qui va nous permettre de les suivre. Donc, je vais laisser, donc tout ça, c'est un programme qui est piloté par le Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui donne les agréments aux bagueurs et qui va collecter toutes les informations que nous, bagueurs, qu'on fournira en fin de saison de bagage, et c'est par eux que transiteront les informations. Donc c'est des bagues qui sont très légères, qui ne vont pas du tout handicaper l'oiseau pendant sa migration, pendant son vol. Donc là j'ai mis 149. 149. Donc là on a des conditions climatiques assez exécrables, vous l'avez remarqué ces derniers temps. Ce qui se vérifie aussi sur les cigognes, puisqu'il y a forcément moins de nourriture disponible.
elles vont trouver beaucoup moins d'insectes, beaucoup moins de mulots, de petits micro-mammifères, puisque les travaux agricoles sont un peu freinés en ce moment. On l'a vu sur les autres nids ce matin, il y a beaucoup de traces d'écrevisses, donc ça reste le régime alimentaire principal. Et on voit ici que c'est des oiseaux qui souffrent au niveau de la croissance, avec ce qu'on appelle des barres de croissance. Donc les plumes poussent très très vite, ça c'est des oiseaux qui ont à peu près 5 semaines, 5-6 semaines. Et donc dès qu'il y a une période de non-nourrissage ou de mauvais nourrissage, on voit que la plume se développe moins bien. Et c'est ce qui provoque ces barres de croissance. Donc il y a des années où les conditions climatiques sont bonnes, on ne voit pas du tout ces choses-là. Les plumes sont complètement régulières. Et puis particularité, on voit la plus vieille qui est la plus opportuniste et c'est celle qui mange le mieux, elle a beaucoup moins de soucis. Par contre, elle, la petite, c'est celle qui mange en dernier, qui mange ce qui reste. Donc, et elles prendront leur envol à partir de quel moment? Entre 8 et 10 semaines. Pour partir après en migration à partir du début août jusqu'au 15 août. Et à partir de quand elles ont le bec qui devient orange? Là, ça va commencer petit à petit. Vous voyez, on commence à avoir des taches d'orange. D'ici un mois, au moment où elles prendront leur envol, il sera complètement orange. Les pattes seront aussi complètement orange. Complète. On va mettre un petit peu de colle. Donc là, le fait de les manipuler, il n'y a pas du tout d'incidence sur les parents quand on va les remettre dans le nid. Il n'y a pas de risque d'abandon ou un abandon. L'année dernière, il y a eu 22 cigognos de baguet, parce qu'il y a eu un gros coup de froid avec une grosse pluie au mois de mai qui ont flingué 50% des effectifs. Là, cette année, entre le 7 juin et le 20 juin, on va baguer au total 59 cigognos, 60 cigognos. C'est une année normale dans le cadre de la poursuite de l'augmentation régulière des effectifs. Et dans tout ce paquet d'oiseaux, il y en a environ entre 10 et 20 qui vont rester passer l'hiver ici, des adultes. Et depuis quelques années, ce qu'a observé, c'est que normalement les jeunes qui partent en Afrique, ils reviennent au bout de 2-3 ans, au terme de leur maturité sexuelle. Et là, on a des retours dès la première année, une année N+1, il y a des cigognos qui reviennent. Donc, bon, voilà. Est-ce que c'est un rapport avec le réchauffement, les dérèglements climatiques, tout ça? C'est des hypothèses qui demandent à être validées. Et puis, sur la totalité du Marais Poitevin, il y a entre 100 et 110 couples actuellement. Alors dans le Marais Breton, je ne sais pas combien il y en a. Marais Breton, il y a une quarantaine de couples à peu près. Donc allez, on est à 150 couples en Vendée. Et la commune où il y en a le plus au monde, en Pays de la Loire, c'est Saint-Denis-du-Pont. Je t'écoute. Alors, vas-y, tu dis ce que tu fais et puis... Donc là, on va prendre des mesures biométriques sur l'oiseau qui permettent de mieux les étudier après. Donc la longueur de bec, tête plus bec, 170 pour la première.
185. Encore plus. Encore plus. 182. Après, on va mesurer la longueur du tarse. 205. Elle est grande celle-là. 225. Le bec le plus long. 235. Après, on va prendre la largeur du bec. 19. 20. 1,5. On va mesurer l'aile pliée, la longueur de l'aile. Alors c'est des mesures qu'il faut croiser avec l'évaluation de l'âge, puisque si on passe dans une semaine, elles sont complètement différentes. 355. Après, il y a une bourriche pour l'évaluation du poids. Oui, il y a le poids. Ouais. Essayez de vous entraîner là. Commencez à réfléchir. Ouais. Qu'est-ce qu'on gagne? Pas grand chose enfin. Rien de plus. 396. Il aurait fallu prévoir une grillage. Elle pliée? Oui, 396. Ou un tour en nacelle, ça peut être ça aussi. Voilà, c'est un beau cadeau ça. 430. 400. Celle-là, pour l'instant, là, c'est la plus... Ah non, on avait une 440. Ok, donc on les met à 6 ou 6 mètres. Et là, Vincent va essayer de les sexer, sachant que c'est pas une science exacte. Alors il n'y a pas de différence à ce stade, on a très peu de différence au niveau plumage entre mâles et femelles, quand même à l'âge adulte. Quand ils sont adultes, on sait que le mâle est un petit peu plus grand et un petit peu plus costaud que la femelle, mais c'est vraiment minime et on le voit simplement quand les deux oiseaux sont sur le nid. Donc on fait des suppositions sur le fait que ce soit des mâles et femelles. Et quand ils sont poussins, on arrive à le voir un peu avec la largeur du bec. Le bec du mâle est plus fort à la base, donc on arrive à comparer comme ça, tout simplement. En regardant aussi par rapport à la taille, à l'âge de l'oiseau. Donc là on voit que celui-ci est assez large, celui-ci beaucoup plus fin. Donc je dirais une femelle ici, la première, un mâle, puis une femelle aussi ici. Là. Bon, c'est pas vital, hein, c'est simplement pour avoir une idée. On vérifiera, cette donnée-là, on peut le savoir après. Si on fait des prélèvements de plumes et des analyses ADN, on arrive à le savoir. Sachant que c'est pas forcément vital c'est pas d'un intérêt majeur. Et puis après, on pourra le voir si on retrouve ces oiseaux, s'ils sont observés pendant la reproduction. Là, effectivement, c'est des mâles ou femelles. On avait raison. Alors maintenant, les poids. On prend les poids. Là, ils ont entre 6 et 7 semaines à peu près. 7 kilos là-bas. Combien? 7 kilos. 4 kilos. Ah. 4. 3 kilos. 3 kilos. Ouais. On va voir. Vous pouvez être plus 1 précis. kilo 2. 3-4 kilos. Soyez plus précis. Il lui a demandé. 4,55. 3-4 Un kilos. tour en nacelle. Et le prix? Donc là, il y a une tare. Ah oui, il y a la tare, j'ai pas triché quand même. Bon, on va commencer par la plus jeune. On n'a pas d'huissier, on n'a pas besoin. Ben, elle marche pas leur balance. Même un café là-haut. Alors 3,18 kg. Ah, ouais, mais ouais, moi. 3 kg Allez, 18. qu'est-ce que Donc j'ai à l'âge droit adulte, là? elles vont faire à peu près 4 kg. Sachant que poussins, elles sont toujours un peu plus lourdes qu'à l'âge adulte parce qu'elles sont très grasses. Elles n'ont pas commencé à voler.
Donc elles sont toujours un peu plus lourdes, elles peuvent finir, elles peuvent être à un moment donné plus lourdes qu'à l'âge adulte, au stade de poussin. Si c'est le mâle, il devrait être plus lourd que les autres. Ça dépend, t'as des mâles qui sont pas. Non, mais les bons coqs sont jamais graves. Oui, les beaux camps. 3,49. Oh, bon, Ah oui, moi, il est plus jeune que l'autre. L'autre est la plus vieille. 30 grammes. 3,49, 20 grammes. 30 grammes.